Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xila sur Ravelry. Aujourd'hui, je vais commencer par déjà te remercier et vous remercier tous et toutes qui m'avaient laissé des commentaires derrière ma dernière vidéo. Donc la dernière vidéo c'était celle que j'ai sortie un petit peu de nulle part et dont l'envie m'a pris comme une envie de pisser, comme on dit. C'est la vidéo FAQ, donc où je répondais aux quelques questions que j'avais eues dans la boîte à questions sur Instagram. Donc je voulais vous remercier. Vous avez aussi été plusieurs à me dire soit j'ai pas vu passer la boîte à questions, j'en avais plein, soit je n'ai pas Instagram donc j'ai pas pu te poser mes questions. Vraiment n'hésitez pas, laissez-moi vos questions en commentaire ici sous n'importe quelle vidéo ou sous l'autre vidéo, je collecte vos questions et soit je referai une vidéo FAQ, soit à la fin de chaque vidéo je répondrai peut-être à quelques questions, je sais pas encore exactement. Nous verrons, dis-moi aussi ce que tu préfères, si tu préfères avoir plutôt une vidéo FAQ dédiée ou bien si répondre à une ou deux questions en fin de chaque vidéo, c'est quelque chose, c'est un format qui pourrait t'intéresser ou te convenir. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je reviens non pas pour te parler du bon bec comme je l'avais dit la dernière fois, parce que vraiment, je me suis complètement mélangée dans les dates. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'on devait finir pour le 10 ou 14 août, quelque chose comme ça, et que le patron sortait avant la fin août. C'est pas du tout ça. On a encore jusqu'à, je sais plus exactement, 24 août. Tout ça pour dire, c'est pas le bon bec que je vais te montrer. Aujourd'hui, on va discuter en long, en large et en travers de ça. Et ça, c'est ma veste Olga. Donc, ce gros projet que j'essaye de tenir loin de moi parce qu'il fait chaud et que ça me tient chaud, je l'avais sur les genoux depuis avant, c'est donc ma version de la Olga's Jacket de Olga Putano Designs. Je crois que je t'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente sur le fait que j'avais commencé, je t'avais montré un petit peu. Je voulais faire une vidéo un peu focus où je te décris un petit peu toutes les étapes que j'ai eues parce que il y a pas mal de choses à dire sur cette veste. Déjà, je suis très contente de l'ouvrage fini. Je vais commencer par ça, histoire de commencer par quelque chose de positif. Je suis très contente. Je l'ai imaginée comme étant une veste que j'apprécierais porter dedans, dehors, à enfiler comme ça et ainsi de suite. Et je pense qu'elle rendra son office quand il ne fera plus 36 dehors, hein, parce que voilà, on a fait quelques photos extrêmement rapidement vendredi soir avec mon compagnon parce que à 19h on avait encore 34 et que vraiment c'est une veste en déca, donc autant te dire que j'avais chaud. J'ai mis un jean aussi pour faire la photo parce que je me suis dit que vraiment sur un mini-short ça allait faire bizarre. Tout ça pour dire que je l'apprécierai au moment où les températures feront qu'on apprécie ce type de trigo. Commençons par le commencement. La Olga's Jacket, comment est-ce que je l'ai découverte? J'ai découvert ce patron via Instagram. J'ai vu passer, je ne sais plus quand, mais j'avais vu passer sur le compte de la créatrice, ou bien est-ce que c'est Marianne qui nous l'avait reposté dans notre conversation de groupe, je ne sais plus exactement, en tout cas, bien avant que le patron ne sorte, je crois que c'était même avant l'appel au test, ou bien c'est pour l'appel au test, je ne sais plus, j'ai vu passer cette veste, et gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré, je me suis dit que ça devait être hyper fun à faire, que ça devait être très intéressant en termes de construction, et que c'était vraiment un très très bon moyen de s'amuser avec plein de couleurs différentes, de remixer un peu et ainsi de suite. Donc voilà, donc je surveillais ça de près, et quand la créatrice a sorti le patron, je l'ai acheté directement en profitant de la promotion, elle avait fait une promotion pour la sortie du patron. J'ai profité de la promotion, je savais que je voulais le tricoter. J'ai plongé, vraiment, j'ai ouvert mes placards, j'ai cherché dans quel coloris je pouvais la faire. Et j'ai
je suis retombée en fait dans mon stock sur des coloris dans les bleus. Donc sur pas mal de bleus que j'avais mis ensemble lorsque j'avais fait un tri dans mon stock en 2025. J'avais pas mal d'échantillons, n'importe quoi. Pas mal d'échevaux bleus qui je trouve allaient très bien ensemble et je m'étais dit que j'allais me refaire un Comfort Fade Cardi, donc il y a un gilet d'Andrea Mori qui se fait en fade, j'en ai déjà une version dans les gris. Je m'étais dit, bah là dans les bleus, en utilisant plein d'échantillons, je tiens à mon échantillon, en utilisant plusieurs écheveaux solitaires, en utilisant plusieurs écheveaux solitaires, ça ira très bien, je vais faire le Comfort Fade Cardi. Et là, en fait, en retombant sur ces écheveaux-là, je me suis dit, ça serait bien pour ce projet-là, en fait. Donc, j'ai sorti tous ces bleus-là et j'ai regardé un petit peu, ça allait pas être suffisant en termes de métrage, et j'ai un peu farfouillé dans tout ce que j'avais et qu'est-ce qui pouvait aller avec, et ainsi de suite. Donc j'ai sorti plein d'écheveaux. Et je me suis dit, ben allez hop, je vais me lancer là-dedans en ayant aussi donc cette base de gris. Alors initialement, je pensais que c'était 3 écheveaux identiques. C'est que en cours de tricot que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais 2 écheveaux gris foncé et un écheveau d'un gris un ton en dessous. Ça n'a pas d'importance, j'y reviendrai. Et donc j'ai fait cet assemblage de couleurs. Il me semble que j'ai une photo avec toutes les couleurs que j'avais mis de côté. J'avais aussi ressorti des petits restes et ainsi de suite. Je vais te mettre la photo si je la retrouve. Sinon tant pis. Elle sera perdue à jamais. On va dire que c'est le chaud qui fait que je m'emporte. Voilà, donc j'ai sorti ces écheveaux, tous ces écheveaux là. Et donc j'avais des écheveaux de 100 grammes, 50 grammes, des restes aussi, plus ou moins gros. Et je me suis dit, avec ça, je devrais réussir à me dépatouiller. Ensuite est venue la très grande question pour moi, qui était de où est-ce que je mets les couleurs. Dans le patron initial, je crois qu'il y a 5 coloris qui sont utilisés, et donc qui s'appellent... qui ont des placements précis et ainsi de suite, et donc la créatrice dans le patron vous dit prenez C1, C2, C3, C4 et ainsi de suite. Je ne voulais pas suivre exactement ce qui était mis dans la créatrice, j'ai vraiment fonctionné plutôt à l'image finale, le rendu final vraiment que je voulais. J'ai essayé de partir quand même de ce qu'elle avait fait, et je me suis aussi servi des images d'inspiration qu'avait posté la marque de laine Emiac, parce que donc le patron de la Olga's Jacket, donc de la designeuse Olga Putano, elle l'a tricoté en collaboration avec Emiac, et du coup eux ont fait aussi des kits et ainsi de suite, et donc ils avaient des images avec les petits dessins. Donc moi j'ai ouvert le patron pour regarder un petit peu quelle quantité de laine était nécessaire, quel était l'échantillon, et j'ai vu l'échantillon, et aussi sur les photos, le rendu sur sa version était trop déjaugé à mon goût. Je suis pas une grande fan de point mousse. Je sais, ça fait bizarre quand je te présente un truc qui est entièrement, quasiment entièrement fait en point mousse. Je suis pas une très grande fan de point mousse, ou plutôt le point mousse, ça me va, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui... Le point mousse, ça a tendance quand même à pas mal s'étirer, ce machin. C'est une texture qui me plaît pas forcément énormément. Et j'avais peur, du coup, vu la taille de l'ouvrage quand même, qu'en ayant quelque chose qui soit assez déjaugé, et vu l'échantillon, j'ai plus en tête l'échantillon exact du patron, je me suis dit, si je le tricote avec, donc je crois que c'est de la sport, ça va être un rendu qui moi ne me plaira pas, et qui je trouve ne va pas avoir la durée dans le temps que j'aimerais que mon ouvrage ait, sachant que ça va sûrement être quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps à tricoter. Tout ça pour dire que j'avais pas envie de partir sur de la sport, en plus de ça je n'en avais pas en stock, donc je me suis dit je vais partir sur de la fingering et je vais la doubler. Quand j'ai vu l'échantillon, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de regarder quel est l'échantillon sur mon Pengueno, parce que du coup le Pengueno, je
je fais ça parce qu'il est sur ma chaise de bureau là-bas. Le Pengueno, c'est un échantillon, je sais plus de combien non plus, mais en tout cas, ma version du Pengueno, je l'ai faite en triplant de la fingering. Donc je me suis dit combien ça fait, et donc j'ai mesuré sur mon Pengueno, et j'avais exactement l'échantillon qu'il me fallait, mais mon Pengueno est quand même assez dense et assez rigide. Donc je me suis dit, si je double de la fingering, ça devrait aller. Donc c'est ce que j'ai fait, et je suis partie comme ça. Donc j'ai pas vraiment fait d'échantillon comme ça. Je me suis dit que de toute façon, vu la construction, j'allais pouvoir très rapidement me rendre compte de si mon échantillon était à peu près bon ou pas. Sachant que c'est quand même un projet qui est prévu avec pas mal d'aisance positive, je me suis dit que j'étais pas à quelques centimètres près pour un ouvrage comme ça. C'est pas comme si c'était quelque chose qui devait vraiment tourner parfaitement avec les épaules à tel endroit et ainsi de suite. Là je me suis dit je peux me permettre de pas faire mon carré d'échantillon avant de commencer. Sachant que j'avais entre guillemets vérifié, ou plutôt une indication de mon échantillon en utilisant mon Pengueno. Et donc je me suis lancée après avoir commencé à regarder un petit peu comment faire mon placement de couleurs. J'ai l'impression que je me mélange les pinceaux et que je suis pas hyper claire. J'ai oublié cette étape-là, donc j'ai ouvert le patron donc, pour avoir les infos sur l'échantillon et ainsi de suite, les quantités de laine, et aussi je m'attendais, c'est juste, c'est plutôt que c'est quelque chose qui moi m'est très utile et que j'aime bien faire vu que j'aime vraiment me projeter dans un projet et tout planifier à l'avance. Je m'attendais à ce qu'il y ait la possibilité de colorier en fait dans le patron, que quelque part on ait un schéma précis du gilet en entier pour pouvoir visualiser aussi où va quoi et quelle couleur et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas ce petit schéma. Donc je me suis servi de ce qu'avait fait Emiac sur leur compte Instagram. J'ai utilisé Paint et j'ai redessiné les deux panneaux de devant, le panneau dos et les poches, pour me dire où est-ce que je mets quoi. Où est-ce que je mets quoi. Les poches, je crois que je les ai faites un petit peu plus tard. Enfin voilà. En tout cas, j'avais un dos qui me correspondait. J'étais contente. Le devant, j'arrivais pas trop exactement à savoir où est-ce que je mettais quoi. Ce qu'il y a dans le patron, il y a quand même des schémas, mais morceau par morceau. Il y a un schéma pour le dos et ainsi de suite qui aide à la construction, et qui aide bien à comprendre comment faire quoi. Mais voilà, donc je me suis servi des schémas du patron et de ce que faisait Emiac. C'est là où je me suis dit tiens c'est bizarre, l'orientation des triangles devant c'est pas la même dans le patron que sur Emiac, mais peut-être, je me suis dit peut-être qu'avec le test ils ont décidé de rechanger cette direction. Tout ça pour dire que j'ai fait des petits schémas, je vais te mettre aussi la même chose l'image, je les ai mis sur Ravelry aussi pour pas les perdre, et en me disant que ça pouvait peut-être servir à quelqu'un aussi. Et donc j'ai planifié le dos, je me suis dit c'est bon, j'ai planifié mon dos, je me lance, ou en tout cas je fais une première unité. Alors dans ma tête et dans ma façon de faire, une unité, et c'est aussi comme ça qu'est construit le dos il est construit en triangle. Donc ici on voit un carré, mais en fait il y a 4 triangles, et donc on fait un premier triangle et on construit tout le reste autour de ce triangle là. Donc mathématiquement il y avait moyen de calculer ensuite, une fois que je savais combien j'avais utilisé pour faire un triangle, je pouvais me lancer dans mes calculs savants et ça me servait de base pour faire mes calculs et voir si j'allais avoir assez de fils. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce coloris là, j'ai oublié son nom, mais c'est un coloris qui vient de la box gros trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, une box qu'avait fait Bulbe Bizarre l'année dernière pour Halloween. Et donc c'est un des coloris de cette box là, j'en avais 50 grammes, et au moment où j'ai commencé le projet, il n'y avait pas moyen de s'en procurer chez Bulbe Bizarre. Entre temps elle a fait une précommande et ainsi de suite, où il y avait possibilité d'en racheter. Voilà. Pour moi là, quand je commence, on est en mai, l'info que j'ai 50 grammes et c'est tout, et je ne pourrai pas retrouver ce coloris là, donc il faut que je prévoie en fonction. Idem pour, il y a 3 coloris de cette box là que j'ai utilisé, donc il y en a un qui est ici en double,
Il y en a un qui est ici en double avec un autre fil et ici en double avec un autre fil. Donc vraiment, mon facteur limitant c'était ce vert jaune, parce que celui-là j'en avais 50 grammes que je double, donc ça veut dire que j'avais 25 grammes de déca, donc il fallait que je prévoie et que je sois sûre que j'allais en avoir suffisamment pour le mettre là où je voulais le mettre. Donc je fais mon triangle, je le pèse et je fais 1h30 de fiche Excel pour calculer combien de fils est-ce que je vais consommer pour placer ce jaune là où j'ai envie de le placer, et pour l'ensemble, combien est-ce que je vais consommer de fils, est-ce que je vais avoir des problèmes ou pas, et ensuite me servir de ça pour continuer à remplir et à colorier en fait, pour pouvoir planifier exactement où est-ce que je mets quoi, est-ce que à cet endroit-là je peux me permettre de faire une rayure de jaune fluo, ou bien ça va pas passer. Même chose pour cette zone ici, est-ce que je peux me permettre de mettre du jaune fluo, ou bien si je mets du jaune fluo là, j'en aurai plus assez pour la poche, et ainsi de suite. Donc j'ai tout calculé comme ça. Vraiment, quand je dis 1h30 de Excel, c'est pas juste pour la forme, j'ai vraiment passé un matin, je me suis levée et vraiment c'est le premier truc que j'ai fait, et globalement de 6h à 7h30, j'ai fait du Excel pour tout calculer et tout planifier et être sûre, parce que je voulais pas me retrouver à ne pas pouvoir faire ma symétrie comme je voulais et à ne pas pouvoir placer les couleurs là où je les voulais. Je calcule tout, d'après mes calculs, il allait me manquer 1m30, quelque chose comme ça. Je me suis dit, mon calcul, de toute façon, il y a une marge d'erreur parce que j'ai tricoté qu'un seul triangle et ainsi de suite. À 1m30 près, je devrais m'en sortir. Je m'en suis sortie tout juste. Vraiment tout juste. Je n'ai vraiment plus du tout, même pas une toute petite boulette, rien. Cette couleur là, je suis allée au bout du bout. J'ai eu très peur de ne pas réussir à finir, mais c'est passé tout pile. Donc ça, c'est très bien. Et une fois que j'avais fait tous mes calculs, je savais que j'allais avoir suffisamment, je savais où placer quoi, et donc là, je me suis vraiment lancée à corps et âme dans le tricot de cette veste. Donc on commence par le dos, on fait un grand carré qui est composé de plusieurs triangles. Je vais pas aller dans le détail de la construction parce que ça reste un patron qui est payant, donc je vais essayer de pas non plus être trop précise, parce que voilà, le patron étant payant, je peux pas me permettre non plus de tout révéler, mais voilà, c'est un carré qui est composé de triangles, et dans le patron, on avait vraiment section par section, comment avancer, où va quoi, et entre les schémas et les explications, je m'en suis très bien sortie, j'ai trouvé ça très clair, sauf, il y a un petit truc où moi je me suis dit, j'ai un petit souci, et je sais qu'il y a au moins une autre personne qui a eu ce problème-là, alors peut-être que toutes les deux on a mal compris un truc, ou bien ça vient peut-être du patron, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup, en fait, on tricote un morceau, on rabat, on relève ailleurs, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'il fallait que je relève un nombre de mailles, où elle disait relever une maille par rang, ou tous les 2 rangs, et ce genre de choses, à chaque fois, je devais bidouiller parce que sinon il allait me manquer une maille. Donc peut-être que c'est juste moi qui ai un peu de mal à lire mon tricot. C'est aussi, j'ai oublié de le préciser, la première fois que je faisais du tricot modulaire sous cette forme-là. Et le patron est en anglais. Mais j'ai l'habitude de tricoter en anglais, je tricote depuis des années, voilà, je me suis dit ça devrait aller. Et le petit truc que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir un petit tips de la créatrice pour comment gérer les angles. Je savais pas trop comment gérer les angles, elle disait rien, donc je me suis dit bon, ça doit vouloir dire que c'est juste débrouillez-vous à la fin pour fermer les trous avec vos fils. C'est ce que j'ai fermé les trous avec mes fils au moment de rentrer les fils, et puis voilà. Donc je fais tout le dos là, et globalement le dos, à part ce petit point là, ça s'est bien passé. Et il y a eu un truc aussi où je me suis posé une question. C'était vis-à-vis de comment... Oui, pour la couture. Il y a quelques petites coutures à faire par endroit. Et elle disait un truc et j'étais pas contente du rendu. Elle nous laissait le choix entre 2 façons de faire et... J'ai essayé les 2, je savais pas, j'ai un truc bizarre qui tombait, j'ai bidouillé. Mais globalement pour le dos, ça s'est bien passé. Ensuite, une fois qu'on a fait le dos, on vient faire les bandes, les 2 bandes avant. Donc
bande avant, c'est cette bande-là qui va jusque donc, sous la poche, donc si je me mets sur l'intérieur, on la voit mieux. Ici, j'ai décidé de la faire en gris parce que du gris clair, j'en avais beaucoup, et que de toute façon, vu comme tombe la poche, ça ne se voit pas du tout, donc je trouvais ça dommage en fait de mettre un très joli coloris à cet endroit-là, sachant que j'allais manquer de certains coloris potentiellement. Donc ici j'ai décidé de faire que du gris. Et donc je passe sur le côté devant, donc je reprends... Qu'est-ce que je suis en train de te montrer là? Je te montre pas le bon endroit. Donc je reprends mes mailles sur le dos et je commence à faire le premier triangle ici. Donc pour cette partie-là, il y avait un schéma avec même chose des indications de où est-ce que je remonte des mailles, où est-ce que je fais un rabat, où est-ce que je reprends, dans quelle direction je tricote, ainsi de suite. Donc on avait un schéma et les explications écrites. Je regarde le schéma, je reprends mes mailles, je commence à faire mon triangle. Je commence à faire mon triangle, puis je me dis, mais attends, mon triangle par rapport au schéma, il tombe pas comme il faut. Donc je vérifie que j'étais bien sur le bon demi-devant. Je suis bien sur le bon demi-devant, mais si je tricotais les explications écrites, j'allais pas retomber sur ce qui était dessiné en fait. J'allais retomber par contre sur ce qui était en photo. Donc je me suis dit, moi, sur mon petit schéma, je veux que ce soit dans cette direction-là. Donc j'ai suivi les indications d'un autre triangle pour avoir vraiment ce que je voulais et avoir ce qui collait avec le schéma qui était dessiné, parce que vraiment moi je me suis basée sur ce schéma pour faire ma répartition des couleurs, et visuellement je le voyais comme ça, je voulais qu'il soit comme ça. Donc je me suis dit je fais ça. Et en parallèle aussi, il y a un cal qui a été lancé par Emiac et la designeuse, et donc je m'étais inscrite dans ce cal-là pour échanger aussi autour du patron. Je me suis dit si jamais j'ai des difficultés, je pourrais répondre, et du coup on a été plusieurs à signaler le fait qu'il y avait une incohérence entre le schéma et le rendu qu'on avait avec les explications. Donc je fais ces deux bandes, donc les bandes qui sont... C'est un peu compliqué, parce que je ne veux pas l'enfiler. Donc les bandes qui sont là, donc des deux côtés, qui sont en symétrie. Donc je tricote ces bandes, je tricote ces bandes, je tricote ces bandes. Et ensuite, il fallait faire les petits morceaux qui sont... En fait, je vais te montrer sur l'intérieur. Donc, il fallait faire le morceau qui était là, donc c'est des rangs raccourcis, donc je fais tout ce morceau-là. Et vient le moment de faire la bande de colle. Donc, bande de colle, faut relever plein de mailles, on tricote, on tricote, on tricote. Il y a une petite technique, c'est une bande de colle de colle qui est doublée. Ça fait quelque chose de très moelleux qui est très agréable. Et ensuite, sur la fin, il y a une technique pour faire cette tresse et avoir des mailles en attente pour pouvoir faire les poches, et ensuite juste avoir la tresse. Et je lis la technique donc je regarde les photos pour voir à quoi ça ressemble. Je suis très visuelle aussi, donc je regarde les photos pour voir, ok, je veux ce rendu là. Il y a des explications écrites et la designeuse référait à une vidéo aussi. Donc je lis ces explications écrites, je me dis ok j'ai compris, je commence à faire, puis je me dis mais le rendu il est vraiment bizarre. Je l'ai fait, je recommence. Je me dis bon, je vais aller voir la vidéo. Je regarde la vidéo, je me dis ok, je vais suivre ce que dit la nana dans la vidéo parce que les explications écrites, moi je les comprends pas, et si je les fais telles qu'elles sont écrites, ou en tout cas telles que je les comprends, je n'ai pas ce rendu là. Est-ce que c'est faux dans le patron, ou est-ce que vraiment ce jour-là j'avais beaucoup trop de fatigue dans les pattes? Je ne sais pas. En tout cas, je m'en suis sortie avec la vidéo parce qu'avec les explications écrites, j'obtenais pas ce qu'il fallait. En tout cas, pas le résultat attendu. Donc, je fais tout ce truc-là. Et ensuite... Je sais plus exactement dans quel ordre on fait les trucs et dans quel ordre je les ai faits, mais c'est pas ça le plus important. Il y a aussi donc ces bandes à faire sur le côté, donc là maintenant c'est tout assemblé, mais en fait on se retrouve à un moment où ici il y a une couture, donc il y a un moment où cette couture n'est pas encore là et où on doit relever des mailles. Et donc là, il faut relever des mailles le long de nos devants et dans le dos.
et je viens de tirer un fil. Super. Donc il faut relever des mailles tout le long. Et elle nous dit combien de mailles relever, et elle nous parle de relever tant et tant de mailles tous les rangs, je crois. En tout cas, il y a un truc qui colle pas tout à fait. Parce que si je relevais vraiment tous les rangs, enfin, on est sur du point mousse, donc en fait, je pense que tous les rangs, elle parlait pas de vraiment tous les rangs, mais plutôt tous les rangs en droit qu'on voit, par exemple, ou en vert, enfin... Il y a un truc qui collait pas trop, et surtout sur l'arrière, en fait, on a un triangle ici, et là, j'ai un côté et un côté, mais sur l'avant, j'ai 4 côtés. Et il y a un truc en termes de répartition qui était un peu complexe. Au début, je me suis fait avoir, et mon amie Marianne, qui était en train de tricoter aussi, m'a dit « Fais attention, parce que sur le dos, si tu relèves comme tu faisais sur le devant, il va te manquer des mailles. » Et quand je dis « il va te manquer des mailles », c'est-à-dire qu'il va te manquer 20 mailles. Et 20 mailles, ça commence quand même à être pas mal significatif. Donc, je me suis dit... J'en ai marre. Je me souviens que je relevais mes mailles à Nitato Toko pendant la midnight et dans l'après-midi, et vraiment je râlais pas mal parce que relever sur le dos, moi j'avais du mal, et par rapport à ce qu'elle disait, je comprenais pas comment est-ce que j'étais censée relever pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc j'ai fini par me dire je relève comme j'ai envie, j'aurai à peu près ce qu'il faut et j'adapterai ensuite. C'est ce que j'ai fait, ça a fini par marcher. J'ai jamais eu exactement le nombre de mailles que j'étais censée relever sur le côté. C'est pas grave, à la fin, ce qui m'importait c'était d'avoir quelque chose qui plisse pas, ou bien qui est pas un différentiel d'échantillon trop important entre les deux. J'ai réussi, donc c'est essentiel, mais il y avait ce truc d'un point de vue de relevé de mailles et ainsi de suite, pour moi il y a quelque chose qui est pas suffisamment clair à ce moment-là dans le patron. Mais j'ai fini par m'en sortir. Ensuite, je suis en train de réfléchir. Non, il y a une couture là-dessous aussi. Donc je fais ça, et après, j'ai fait les manches. Donc les manches, sachant que c'est du point mousse, elle nous fait tricoter les manches à plat. Parce que comme ça, on ne fait que des allers-retours. Et on vient faire des rayures aussi. Et j'avais regardé les projets Ravelry et j'avais vu quand même qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des manches qui, de mon point de vue, étaient trop longues. Ou en fait, elles étaient très très blousantes sur la fin, juste avant le poignet de manche. Et du coup, je trouvais ça dommage en fait je trouvais ça dommage de s'embêter à faire des rayures pour que, à la fin, avec le poignet de manche, les rayures soient quasiment entièrement cachées parce que ça blousait beaucoup. Sachant que dans le patron, il n'y a pas la longueur de manche. La longueur de manche n'est pas donnée en fait. Donc je me suis dit, la longueur de manche m'a l'air vraiment trop long. Quand je vois sur beaucoup de projets, ça a l'air trop long. Je suis quand même pas très très grande. Faut que je me méfie. Donc j'ai calculé combien de rangs elle faisait. Et par rapport à mon échantillon, combien de rangs il fallait que je fasse pour avoir une certaine longueur et ainsi de suite. Et donc j'avais prévu de la marge pour pouvoir faire le poignet de manche. Et avant de faire le poignet de manche, j'ai bloqué mon ouvrage. Et en fait, le point mousse étant du point mousse et étant quand même très extensible, j'ai pas tiré dessus au moment du blocage, rien, hein, vraiment je l'ai lavé et étalé. Mes manches m'allaient là, donc je me suis dit je vais pas faire le poignet de manche parce que sinon je vais avoir exactement le rendu que je ne voulais pas, qui est justement ce rendu avec quelque chose qui est très blousant, qui parfois me plaît, hein, sur certains projets avec des manches ballons et ainsi de suite, mais je veux dire là, moi je voulais qu'on voit les rayures, quitte à m'embêter à faire des rayures et avoir plein de fils à rentrer sur la fin des manches, je voulais que ça se voit, donc je me suis dit tant pis, je fais pas les poignets de manche. Je fais donc... Non, j'allais dire je fais la couture. Non, je ne fais pas la couture. Parce que avant de faire la couture d'assemblage, il faut faire les poches. Et donc pour les poches, on a des mailles en attente ici, et on vient construire les poches.
Et les poches, c'est vraiment la partie, je pense, qui m'a posé le plus de problèmes parce que au moment où moi j'ai tricoté le patron, et je l'ai pas précisé, mais j'ai tricoté le patron à sa sortie, donc j'ai vraiment tricoté la version 1 du patron. Au moment de sa sortie, il n'y avait pas de schéma des poches. Les seules indications des poches, c'était vous tricotez tel truc, vous tricotez tel truc, vous tricotez tel truc. Il m'a fallu du temps pour comprendre par quoi on commençait en fait. Par quoi comment est-ce que cette poche est construite. Parce qu'elle me dit prenez C1, prenez C2, donc vraiment j'ai pris le patron, ses photos, l'indication de ok alors elle C1 c'était du bleu, donc le bleu il est à tel endroit, donc je fais d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça, pour savoir quelle couleur moi prendre au moment du tricot, parce que vu que j'arrivais pas à savoir, je commence par, alors celui-là oui il était évident vu que j'avais mes mailles en attente, mais après j'étais là, attends de quel côté on va être, comment ça bidouille. J'étais vraiment un peu perdue vu qu'il n'y avait pas ce schéma là. Il me semble que depuis il y en a un qui a été rajouté. Je t'avoue que j'ai pas revérifié. Mais enfin voilà, donc je tricote cette poche. J'ai eu donc ce premier souci de pas réussir à savoir dans quelle direction j'allais et exactement comment elle était construite. Il fallait un peu juste suivre ce qui était indiqué, mais difficile pour moi, sachant que j'ai changé les coloris et que je voulais être sûre de prendre le bon coloris au bon endroit. Et donc, on construit celui-ci, puis celui-là, et ensuite celui-là, je crois, je sais même plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, c'est le premier, et ça, c'est le dernier, le carré. Et il y a un moment où il fallait relever des mailles, et j'étais en visio à ce moment-là, avec des copines tricot. Et vraiment, j'ai beaucoup pesté, et beaucoup râlé, parce que je ne comprenais pas. Et pourtant des mailles j'en ai relevé, et dans ce projet j'en ai relevé plein. Et il fallait relever des mailles, et j'étais là, elle disait de commencer à tel point, et d'aller à tel point, et ensuite on pouvait tricoter. J'étais là, mais si je fais ça dans cette direction-là, si mon prochain rang je le tricote à l'endroit, je vais me retrouver à l'envers, ça va pas aller. Il y a quelque chose qui pour moi, j'arrivais pas. Je ne sais pas, même chose, si c'est moi qui étais trop fatiguée, ou si y a une inversion dans les poches, s'il y avait un problème dans les explications des poches pour ce point-là précis. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais compris ce qui était attendu, donc j'ai fait comme je pensais, pour relever mes mailles et pour repartir. Et donc une fois que j'avais toutes mes mailles, j'ai commencé à faire mes allers-retours. Et donc ici, c'était évident qu'on voulait un carré. Et du coup, je commence à faire mes allers-retours, et donc elle me donne un nombre de répétitions, et ainsi de suite, et je me dis, mais truc qui va pas là, parce que du coup là mon carré moi j'avance, et en fait arrivé là elle disait de rabattre. J'étais là, il manque 5 rangs en fait, 5 allers-retours. J'étais à 5 allers-retours, je le sais que comme ça, je dis des bêtises, comme ça. J'étais là, il manque ça, il manque quelque chose. Donc je me dis bon, est-ce que la personne qui a testé la taille que moi je tricote, est-ce que cette personne n'a pas fait très attention et elle avait compris le principe, donc elle a foncé, elle a pas vu qu'il manquait une répétition, donc je regarde les autres tailles. Et là en fait je me rends compte que c'est faux pour toutes les tailles. Et c'est là où vraiment je me suis dit, en fait, je suis en train de faire un test caché, c'est pas possible. Je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas comment une erreur comme ça, aussi grosse, les erreurs ça arrive, et c'est comme ça, et en fait c'est à ça que servent les tests de patron. Mais je me suis dit, comment une erreur de répétition dans une poche peut passer le test? Qu'au moment où les testeuses reçoivent le patron, il y a une erreur qui reste dedans, une erreur de calcul, quelque chose, ça peut arriver en fait. Un patron, quand on le teste, on sait que il peut y avoir quelque chose qui va pas, ça peut être aussi dû à des fautes de frappe, je veux dire, dans un tableur Excel pour faire les tailles, et ainsi de suite. Mais là, je me suis dit, le patron, il a été testé, pourquoi et comment c'est possible? Je sais pas. En tout cas, heureusement, moi, j'avais compris ce qu'il fallait faire, donc je m'en suis sortie, mais je sais qu'il y a quand même vraiment des gens qui ont été bloqués là-dessus. L'avantage, c'est que vu qu'on était plusieurs dans le cas, on a pu s'entraider, et ainsi de suite, mais je continue à ne pas comprendre comment est-ce que quelque chose comme ça est passé, parce que, pour le coup, j'ai déjà fait des tests, participé à des tests en tant que testeuse, où j'ai bien vu dans l'équipe de test qu'on n'avait pas toutes le même investissement, et que certaines personnes
oui, n'avait peut-être pas la même rigueur. je rigole parce que je suis extrêmement rigoureuse et je travaille en contrôle qualité. Donc en fait c'est une déformation professionnelle aussi chez moi. Mais voilà, qu'on n'a pas toute la même rigueur et c'est comme ça. Mais par contre du coup effectivement je me suis dit, je sais qu'il y a des testeuses qui parfois ne regardent pas suffisamment parce qu'elles se disent j'ai compris c'est bon donc je fais, alors qu'en fait dans un test, même si t'as compris et que c'est bon, t'es censé lire exactement, précisément quand la designeuse te dit que à tel endroit t'as 20 mailles, tu dois compter tes mailles pour vérifier que t'as 20 mailles et ainsi de suite. Et j'ai déjà vu des testeuses qui, de mon point de vue, ne testent pas suffisamment correctement un patron. C'est un avis personnel, hein, c'est comme ça, c'est le mien, je te le partage. Et donc voilà, je me suis dit, je sais que ça existe, mais en fait, je sais plus combien il y a de tailles dans le patron, mais je me suis dit, tu vas pas me faire croire que autant de personnes n'ont pas fait attention à cette partie du patron. Donc, une de mes théories, aucune idée de si c'est vrai ou pas, il y a un moment où j'ai fini par me dire, en fait, au lieu de poster la version finale de son PDF, elle a posté une version de travail. Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, cette poche m'a beaucoup agacée. Et l'autre aussi, hein, parce que du coup, des poches, il y en a deux, et elles sont en symétrie, et le problème des explications de la première se retrouvait dans la deuxième aussi, donc voilà. Donc les poches m'ont fait tuer, voilà. Je m'en suis sortie, hein, parce que, comme je disais, j'ai de l'expérience en tricot, et même si c'était la première fois que je faisais quelque chose de modulaire comme ça, avec ce type de construction. J'ai déjà fait du modulaire, mais avec des très gros modules en fait. Là, c'est des plus petits modules. J'en suis sortie, voilà. Mais disons que si j'achète un patron qui a été testé, je m'attends pas à relever autant d'erreurs que ce que j'ai relevé là. On va dire qu'en fait, cet été, j'ai travaillé sur 2 tricots majoritairement. Sur celui-là et sur le Bombec, qui est à temps et boutons sur mon bureau. J'ai relevé beaucoup moins d'erreurs dans le tricot du Bombec, qui lui était en test. Donc, voilà, Et on a pu échanger avec la designeuse sur le cas et ainsi de suite, et elle a dit qu'elle était désolée et ainsi de suite, et que c'était un patron qui était très ambitieux, qui était très compliqué, et ainsi de suite, et oui, ok, d'accord, mais à la fin, ça reste un produit que tu vends, et pour moi, la qualité de la version 1, elle n'était pas suffisante. Voilà, pour moi, la qualité de la version 1, elle n'est pas suffisante. Ça peut paraître dur, mais vraiment en fait, ben voilà, j'achète un patron qui a été testé, je m'attends pas à ce qu'il reste des erreurs aussi grosses sur quelque chose qui a été testé quand même par beaucoup de personnes, quoi. Donc pour moi, il y a un souci quand même quelque part, quoi. Voilà, la dame, elle est pas contente. À la fin, je suis contente quand même du projet, et il y a des parties qui sont très bien expliquées, et justement, c'est ça qui m'a fait bizarre aussi, c'est ce que je te disais, pour le dos, j'ai trouvé qu'on était quand même vraiment très bien accompagnés, et le schéma était très aidant, et ainsi de suite, et après, pour les poches, waouh, c'était pas la même histoire, quoi. Depuis la version de patron que moi j'ai faite, enfin, avec laquelle j'ai tricoté, il y a eu 2 mises à jour du patron. L'erreur pour les poches, là, elle a été corrigée, et il me semble qu'elle a ajouté des diagrammes pour les poches. Je t'avoue que je suis pas allée vérifier parce que à la fin, le patron me sortait par les trous de nez et que j'avais pas envie d'aller vérifier juste pour savoir. Voilà, je veux plus en entendre parler. Voilà, c'est comme ça. On peut pas toujours être contente des choses, et voilà, sur ce coup-là, j'étais pas très contente de la qualité du patron. Enfin, de la qualité de cette section du patron. Voilà. Le reste, globalement, ça allait, mais alors les poches, non. Et du coup, je fais mes poches, et vient le moment de coudre. Et donc, la couture côté. Et elle dit, prenez la poche, n'oubliez pas d'emprisonner la poche dans la couture côté. Donc, moi, le bord de ma poche, il est là. Et ma couture côté, elle est ici. Ça commence à faire une sacrée distance entre les deux. Donc je me suis dit, attends, qu'est-ce que quoi ? Il manque quand même beaucoup. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un tout petit peu. Et oui, je veux bien que le point mousse, ça s'étire, mais enfin,
c'est du point mousse sur du point mousse. Donc en fait, si ma poche s'étire, mon dessous de poche, mon demi-devant va s'étirer aussi, quoi. Donc là, je me suis dit, avant de faire la couture, je lave, je fais sécher et je regarde où se place quoi. Donc j'ai lavé mon projet, je l'ai mis à plat, j'ai profité des canicules pour que ça sèche en 2-2 et je me suis rendu compte, donc j'ai bien mis à plat et ainsi de suite. Et ce que j'attends, enfin voilà, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que ben oui, j'ai tout qu'agrandi un petit peu, mais ben ça a grandi, mais la poche elle va pas gagner 10 cm quoi. Alors j'exagère un peu, on n'est pas sur 10 cm non plus, mais presque en fait. Attends, ça fait combien ça? Ça fait 7,5. Ben voilà, on est globalement sur 8 cm. Je me suis dit, ben en fait ma poche, hors de question que je la mette dans la partie côté, parce que sinon ça va tirer sur mon devant va pocher, ça va pas être joli. Donc je me suis dit, je ferai différemment, je trouverai moyen de faire la poche différemment. Enfin de coudre la poche, je me suis dit, ben je vais la coudre là où elle tombe. Donc je fais ma couture côté, et ensuite je me suis dit, maintenant il faut que je m'attaque aux poches. Donc les poches, initialement, elles sont finies ici par une bande de côte que j'avais tricotée des deux côtés. Et j'avais pas réussi à relever le nombre de nouveau. J'avais pas réussi à relever le nombre de mailles qu'elle donnait et je trouvais que ça faisait beaucoup de mailles par rapport au nombre de rangs que j'avais, ainsi de suite. Je me suis dit ça va bailler, je veux pas que ça baille. Et j'avais fait les deux côtés et ainsi de suite. Et j'étais j'aime pas le rendu, je trouve pas le rendu top. J'étais en week-end en plus chez mon amie Sylvette, on en a discuté aussi et elle était du même avis, et Julie qui était là aussi. On était un peu toutes là, bof, ça fait pas très joli. Même si j'avais relevé moins de mailles, je trouvais que ça allait sûrement bailler, ça tombait pas très très bien sur le côté et ainsi de suite. Je me suis dit, ça me plaît pas, je défais. Et donc j'ai défait mon bord côte que j'avais fait ici. J'ai relevé toutes mes mailles et j'ai décidé de faire un I-cord gris. En plus de ça, je me suis dit que le fait de faire un I-cord ici, ça allait pouvoir me permettre de faire ma couture côté beaucoup plus facilement et de la cacher beaucoup plus facilement. Donc j'ai fait mon I-cord, j'ai relevé toutes mes mailles, donc en gris clair, aussi en utilisant mon fil doublé, et j'ai fait un rabat I-cord directement sur mes mailles relevées. Pour faire le virage ici, j'ai relevé 3 mailles vraiment très très proches l'une de l'autre pour pouvoir prendre le virage correctement. J'ai fait ça, bien sûr, vu qu'il y a deux poches, j'ai fait ça des deux côtés. Et voilà, je me suis dit, je fais ça comme ça. Ça fait le petit rappel de gris clair du col. Et au final, je suis plutôt contente d'avoir fait ça aussi d'un point de vue des poches et tout ça, parce que ça permet ça coupe pas entièrement cette bande là, et moi je la trouve quand même très jolie, ma bande ici en dégradé, donc je suis contente au final qu'elle ressorte aussi ici. Sachant que là aussi, hein, j'ai pas suivi du tout ce qu'elle fait dans la façon de répartir les couleurs, mais ça c'est quelque chose que j'ai calculé du coup dans mon tableur Excel pour pouvoir faire cette répartition et ainsi de suite. Et vient ensuite le relevé de la bande qui est longue. Donc voilà, la bande de finition du bas, le bord côte, du bas du pull. Donc où elle nous dit bien quand vous relevez les mailles, donc il faut relever les mailles, elle nous dit bien quand vous relevez les mailles, pensez bien à prendre les deux bouts de tissu. Donc de relever les mailles sur le bas des poches et en même temps relever le long du demi-devant. Donc ça, elle nous le précise, c'est très bien qu'elle le précise. Par contre, j'aurais bien aimé, moi, avoir une toute petite phrase qui me dise ce que je suis censée faire pour le moment où je relève sur le bord-côte, ce bord-côte-là, en fait, qui est le bord-côte de l'encolure.
parce que sachant que c'est un bord replié, il y a aussi 2 morceaux. Et du coup j'étais là, est-ce que je suis censée aussi relever les deux ensemble, enfin en prenant mon sandwich, ou bien je suis censée relever que sur l'extérieur et ensuite au moment de coudre que sur l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais pour moi, il m'aurait fallu une petite indication de comment faire ça. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que quand j'ai relevé mes mailles, je n'ai relevé les mailles que sur la partie extérieure de ma bordure gris clair. C'est pour ça que là, sur le gris, je peux... ici, c'est pas... Je peux l'aplatir à cet endroit-là. C'est pas cousu en fait, j'ai conservé le fait que ce soit un tube ouvert. Donc j'ai relevé que sur la partie qui était à l'extérieur. Ensuite j'ai relevé en prenant bien en sandwich la poche et le demi-devant. Puis j'ai relevé tout du long, puis de nouveau en sandwich, ici, et là de nouveau que sur la partie extérieure. C'est peut-être juste moi qui me suis pris la tête pour rien pour ça, mais vu qu'elle précisait pas est-ce qu'il faut prendre qu'une partie ou est-ce qu'il faut prendre les deux, moi j'étais un peu là, je sais pas. Parce que même chose, c'est la première fois que j'ai une construction avec 2 bords repliés comme ça et ainsi de suite. Et donc là ensuite on tricote, on fait des bandes colorées, on fait la petite technique qui permet de replier mieux. D'ailleurs sur les bandes colorées, ça pour le coup c'est vraiment très très bien. Elle donne un petit... Dans la façon dont elle nous fait tricoter les rayures, sachant que c'est un bord côte, si on fait des côtes en changeant juste de couleur sur le rang suivant quand on veut changer de couleur, ça fait un rendu qui est pas hyper net au niveau des côtes, parce que avec les mailles envers, les mailles endroits et ainsi de suite, si t'as déjà fait des rayures potentiellement sur des côtes, tu vois de quoi je parle. Là elle donne la petite technique où c'est vraiment rien de compliqué, mais et le rendu du coup est très très propre pour ces rayures dans les côtes, donc ça c'est très 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 appréciable. Moi qui adore les finitions, les très belles finitions, et c'est aussi pour ça je pense que je suis très critique vis-à-vis de ce patron, c'est parce que vu que j'adore les très belles finitions, j'aime bien qu'il y ait le petit truc qui te dise, le petit conseil de comment faire les finitions parfaites, et pas de moi réussir à enfin, au final, ce que j'ai fait ici, où j'ai appliqué mon pointillisme, c'est pas tout à fait la même chose du coup. Comment je peux formuler ça ? J'ai dû moi me dépatouiller pour avoir les finitions de la qualité que je voulais, en fonction des endroits. Tout ça pour dire que ici, donc pour le coup, c'était vraiment très bien pour le changement des couleurs. Ensuite, il y a la petite technique pour pouvoir faire, donc c'est rabattre que ça se plie bien, et sur elle dans sa version, l'intérieur est entièrement gris. Enfin entièrement gris. Si j'avais suivi par rapport à son code couleur, moi l'intérieur aurait été entièrement gris. Et en fait vu que c'est un gilet qui ne se ferme pas, donc vu qu'il ne se ferme pas, on va voir l'intérieur aussi par moment, je trouvais ça dommage de pas avoir de nouveau les rayures sur l'intérieur. Donc j'ai refait les rayures sur l'intérieur. Et je ne sais pas, en fonction de la luminosité ça se voit, mais vraiment faut le savoir, c'est là où en fait j'ai fini par manquer de mon gris foncé, et où j'ai pris mon gris qui est un ton un tout petit peu plus clair, et donc c'est sur l'intérieur, et vraiment, faut le savoir. Si on le sait et qu'on a le nez dessus, on se rend compte que le gris qui a permis de finir ici, c'est pas tout à fait le même gris que l'autre, mais vraiment il faut avoir le nez dessus, et si quelqu'un a le nez dessus alors que je porte le gilet, c'est que cette personne est beaucoup trop proche de moi. Donc voilà. Tout ça pour dire que donc, j'ai rabattu, et j'ai refait les rayures sur l'intérieur pour avoir une finition qui me plaise mieux et avoir quelque chose... Enfin voilà, en plus j'avais suffisamment encore de couleurs pour pouvoir me permettre de faire les rayures sur l'intérieur aussi, donc c'est ce que j'ai fait, je suis très contente de l'avoir fait. Et ensuite il a fallu venir coudre, donc vu que c'est un bord côte replié, il a fallu venir coudre, donc je suis venue coudre sur tout l'intérieur et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, sur la partie grise, j'ai cousu donc que sur la partie intérieure cette fois, ce qui fait que vraiment, ici j'ai pas de couture qui maintient ces deux parties là, donc c'est pour ça que là, ce que je te montrais avant, ici je peux
je peux ouvrir à ce niveau-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire ou pas? Je ne sais pas, il n'y avait rien de précisé, j'ai fait comme je pensais. Et une fois que j'ai cousu l'entièreté de ma bande, je suis venue aussi la coudre sur le côté. Même chose, je crois pas que là, il y a une indication dans le patron de comment vraiment le fermer sur le côté correctement. Ou bien est-ce que c'est ça où elle parlait d'utiliser un point de matelas? Je sais plus, à force je sais plus, et vraiment je dois dire que sur la fin, vu que j'avais compris le principe et ce qu'il fallait que je fasse, j'ai arrêté de suivre le patron. Parce que n'étant pas dans un test, on peut se permettre de faire comme on pense qu'on doit faire. Et après c'est à nos risques et périls, hein. Mais voilà, j'ai fait ça, et chose que je n'ai pas précisée, c'est que avant de faire ma couture là, j'ai quand même rentré l'entièreté des fils. Ça en fait un paquet. Après, la designeuse, en tout début de patron, conseille de rentrer les fils au fur et à mesure, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et c'est quelque chose que je déteste faire, de rentrer les fils au fur et à mesure, parce que ça me donne le sentiment d'être interrompue dans mon tricot. Donc je préfère rentrer tous mes fils à la fin. Je sais que je vais les rentrer à la fin, et puis c'est comme ça, et du coup bon, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est le contrat avec moi-même de les fils je les rentre à la fin. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Je suis très très contente du rendu final, mais c'est vrai que je suis très critique sur la qualité du patron. Après voilà, je suis très critique de base, j'ai quand même un niveau d'exigence qui est assez élevé. Pas juste vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis de moi d'abord en premier, bien sûr. Et... Enfin bien sûr, c'est pas forcément une évidence, hein, mais... voilà d'où je pars. Disons que ça m'a pas mise en confiance avec cette designeuse. C'est dommage pour elle, mais c'était le premier patron que je tricotais d'elle. Je me souviens qu'il y a un flex avait tricoté un pull d'elle, elle en avait parlé en vlog, et j'ai pas souvenir qu'elle ait eu des problèmes, donc si ça se trouve c'est vraiment juste spécifique à ce patron-là. Je ne sais pas. En tout cas, j'ose espérer que maintenant qu'il y a eu les 2 mises à jour suite au cal / test numéro 2 qu'on a fait, c'est moi qui l'appelle comme ça, hein, c'est juste parce que vraiment j'ai un humour discutable. Donc voilà. Mais j'ai vraiment... J'aime vraiment beaucoup cette veste, j'ai adoré, je me suis éclatée avec les couleurs. Il y a des moments où j'ai pas râlé en le faisant, que j'étais surtout au début, j'étais très contente de le tricoter, et c'était quand même assez fluide. Mais voilà, il y a quand même des moments où c'était pas fluide du tout, et où j'ai dû me creuser la tête pour réussir à m'en sortir. Ce qui est quand même un peu dommage. Et voilà. Après, est-ce que c'est juste moi qui était vraiment beaucoup trop fatiguée? Est-ce que c'est juste moi qui aussi ne comprend pas le style d'écriture de cette designeuse? C'est une autre option aussi, parce que c'est parfois pas que le patron est vraiment mauvais, c'est juste que ça ne nous parle pas à nous, parce qu'on fonctionne toutes et tous différemment, et qu'il y a des fois où... quand quelqu'un explique un truc, on comprend pas, et si c'est quelqu'un d'autre qui nous l'explique, vu que la personne va l'expliquer de façon différente, ça ira mieux. Tout ça pour dire que c'est pas forcément un patron que je recommande à des personnes qui débutent, ou bien il faut vraiment être très motivé. Et pourtant, je suis quand même très partisane du... Il n'y a pas de vrai projet débutant ou pas débutant, du moment que vous êtes motivé, lancez-vous. Vraiment celui-là, si vous êtes motivé, lancez-vous. Mais voilà, faut être motivé. Après, je pense que vu le projet, c'est quand même visible qu'il faut être motivé pour le faire, et que ça va pas être un projet hyper facile. Et je savais que ça allait pas être un projet hyper facile, mais disons que voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de grosses erreurs dans le patron, et pourtant ça a été le cas. Mais voilà, il y a eu 2 mises à jour, ça doit maintenant normalement être mieux. Ça fait bientôt 1 heure que je déblatère là-dessus, vraiment, si tu es resté jusque là, bravo. Un dernier petit truc à te montrer. Ah bah il est sec. Je te le montre parce que je vais l'offrir la semaine prochaine. Donc tant qu'à faire comme ça, je te l'aurai montré. J'ai une amie qui va bientôt fêter son anniversaire, et qui m'a invitée, et du coup j'ai eu envie de lui tricoter un petit truc. Donc je lui ai tricoté un Mara de Audrey Borrego,
qui est un patron gratuit comme tous les patrons d'Audrey vu qu'elle a arrêté son activité. Et voilà, donc j'ai fait ce petit châle. Je l'ai fait en une semaine parce que je me suis mise la pression, je disais là il faut que je le finisse à temps, j'ai vraiment beaucoup tricoté hier dans le but de le terminer, alors que j'avais encore toute une semaine, mais voilà, il est terminé, je l'ai lavé ce matin, je l'ai mis à bloquer, et du coup vu qu'il fait chaud, il est déjà sec, et là il est dans un fil qui vient de chez Les Petites Potions. Ce fil là tu vas le revoir bientôt quand je te montrerai le Bombec, parce que c'est mon reste, enfin c'est tricoté dans un de mes restes du Bombec. Je n'ai pas le nom du coloris, c'est un coloris que j'avais acheté à Déborah quand elle a arrêté son activité il y a plusieurs années, avant qu'elle reprenne. Donc voilà, le Mara de Vernplex. Et il y a une petite erreur que j'ai laissée. Là pour le coup je sais que c'est moi, j'étais très fatiguée quand j'ai commencé à tricoter et il y a ici un rang de côte, enfin il y a un aller-retour de côte en trop, donc ce petit châle n'est pas parfaitement symétrique, voilà. Mais j'ai laissé l'erreur parce que je m'en suis rendu compte beaucoup plus loin et je me suis dit que vraiment personne ne le verrait. Donc voilà, maintenant toi tu sais aussi que parfois ça m'arrive, je laisse des erreurs dans mes projets. Mais voilà, en tout cas très sympa à tricoter et très satisfaisant aussi parce que ça avance vraiment bien. C'est un motif qui est sur 16 rangs de mémoire et du coup il se passe toujours quelque chose, c'est très motivant. Très motivant, et il est fait de façon aussi à ce qu'on puisse utiliser la quantité qu'on veut. On tricote jusqu'à avoir consommé la moitié de sa laine et puis après on repart dans l'autre sens, ou bien jusqu'à avoir atteint la taille qu'on veut et ainsi de suite. Donc voilà le petit Mara de Audrey Borrego. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah si, c'est hier où j'ai regardé la dernière vidéo de Estelle Calamity Knits qui a sorti une vidéo où elle parcourait les patrons qu'elle a achetés et qu'elle n'a pas encore tricoté. Et j'ai trouvé ça hyper sympa comme format de vidéo. C'est un format de vidéo qu'elle a repris et qu'elle avait vu chez quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube aussi. Et j'ai trouvé ça vachement chouette, donc je t'invite à aller voir sa vidéo. Tu la connais sûrement. Et c'est là quand même beaucoup plus de personnes qui la suivent que moi, donc je pense que tu la connais, mais dans le cas où tu ne la connaîtrais pas, voilà, c'est Estelle de Calamity Knits. Je t'aurais mis le lien vers sa chaîne en dessous. Et du coup, je me demandais si toi, ça t'intéresserait que je fasse cet exercice-là, de parcourir ma bibliothèque Ravelry et les patrons que j'ai achetés et pas encore tricotés, et le pourquoi du comment. Voilà. On va s'arrêter là parce que vraiment, j'ai beaucoup trop chaud. Comme tu peux le voir, mon atelier est sous le toit, enfin sous les toits, à l'étage, donc voilà. La luisance de ma peau, c'est cadeau. Stop. J'espère que ce format extrêmement long sur un seul projet t'aura plu et que ça t'aura pas ennuyé de m'écouter râler et déblatérer et dans mes hauts et mes bas avec ce projet. Que ça t'aura intéressé, que tu auras passé un bon moment. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu auras regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine fois. Salut!